Votre épisode du podcast de Flash Formation débutera après ce message de notre commanditaire officiel. Vous avez besoin de financement ou d'une préautorisation hypothécaire pour un nouvel achat immobilier? Vous êtes en période de renouvellement hypothécaire et désirez obtenir les meilleures conditions? Contactez Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, fier présentateur officiel de la saison 2 du podcast Flash Formation. Salut tout le monde, Marc-Antoine Jeté à nouveau avec vous pour l'émission d'aujourd'hui. On reçoit Steve Brisebois de chez Flash Formation. Aujourd'hui avec Steve, on va parler de sujets super intéressants. Vous savez, quand on enseigne des tactiques de combat, avant que ce soit écrit dans des manuels et que ce soit appliqué, c'est des techniques qui sont testées. Donc, il y a des essais, il y a des mises en situation qui sont reproduites. Et aujourd'hui, on va parler de ça avec notre ami Steve. Salut Marc-Antoine, ça va bien? Oui, ça va super bien. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Good. Fait que, dans le fond, Steve, explique-nous vite. Tu as participé déjà à des essais chez UL, en laboratoire, directement à Chicago. Vous avez testé des tactiques de combat. On va en parler, mais avant ça, j'aimerais que tu nous parles aussi du processus qui t'a mené jusqu'à ces tests-là. En effet, Marc-Antoine, où ça a commencé vraiment, c'est le projet Kill the Flashover avec M. Starnes, exactement. Okay. Ça, c'est un projet que j'avais parlé avec M. Starnes sur les réseaux sociaux. On parle des années 2015 environ. Là. C'est aux États-Unis, là. Oui, en Caroline. Okay. Nord-Sud, je me souviens plus. Okay, là, écoute, en Caroline, mais je me souviens pas du... Fait que M. Starnes aux États-Unis. Oui, puis lui, dans le fond, il voulait tester, c'était vraiment Kill the Flashover. De quelle façon on vient minimiser le flashover, dans le fond, dans un incendie. Puis, je lui avais écrit, puis j'avais demandé, est-ce que je peux participer à un des tests, quelque chose de même? Puis il avait dit, il n'y a pas de problème. Il dit, go, avec mon anglais que je baragouinais dans ce temps-là. Okay, on parle de ça, quelles années? C'est-tu 2015 environ. OK. On était relativement au début de Flash. Oui, vraiment, au tout début de Flash. Puis, il m'avait invité. Fait que j'avais pris l'avion, j'avais descendu là-bas, j'avais été voir comment ça se faisait. Puis vraiment, je savais pas c'était quoi une mise à feu scientifique. Okay. On entendait parler, fait que oui, je savais à peu près comment, mais par contre, réellement, dire, OK, c'est quoi un paquet de thermocoupe? Puis là, je l'ai vu réellement. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il démontrait, il y avait un stage, puis il mettait le feu à l'intérieur d'un bâtiment, puis il y avait des caméras, puis il expliquait sur le stage, après ça, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, c'était quoi les résultats. Puis eux autres, une des grandes découvertes, si on pourrait dire, c'était de fermer la porte. Sérieux? C'était tout simplement de fermer la porte, puis il démontrait que même avec de l'eau, on avait de la difficulté à contrôler le flashover. Puis comment on tuait, kill the flashover, c'est en fermant la porte. Et c'est la première fois que j'ai rencontré le Dr. Reek. Ah, Michael Reek. Ouais, exactement. C'est là l'inventeur du fameux curtain. Curtain, exactement. Okay. Puis lui, il démontrait qu'avec le curtain, il y a un impact significatif sur le ralentissement de notre incendie. Okay. Donc, de fil en aiguille, j'ai rencontré aussi certaines personnes du milieu d'incendie qui faisaient des mises à feu scientifiques. Puis je pense que c'est là vraiment le réseau que j'ai commencé à découvrir, le réseau américain, si on pourrait dire, puis avoir des contacts. Fait que ça, c'est la première expérience que j'ai eue au niveau des mises à feu scientifiques. Quand je suis revenu, j'écoute, c'est débile, il faut absolument en recommencer, il faut en faire. Mais là, si je veux juste revenir en arrière, là, cette première mise à feu-là que vous avez faite, c'était quoi l'objectif en arrière à part, kill the flashover, mais les données scientifiques qui ont été recueillies, c'était quoi l'objectif avec ça? C'était vraiment, monsieur Joe Starnes, lui, c'était vraiment au niveau de la sécurité encore des pompiers, puis de faire en sorte de dire comment on fait pour contrôler notre incendie, puis que le citoyen pourrait contrôler l'incendie. Fait que c'était vraiment le but. Puis il y avait une mise à feu avec ça pour démontrer c'était quoi. Puis il y avait des citoyens qui étaient là, qui venaient voir, mais c'était vraiment dire, écoutez, regardez, tu as un impact incroyable sur l'incendie quand on ferme la porte d'un incendie, dans un compartiment ou quoi que ce soit. C'était c'était l'objectif principal de cette fin de semaine-là. Cool. Fait que cette première expérience-là de mise à feu internationale scientifique avec des gens t'a permis après ça de te faire connaître un peu plus de ce réseau-là. Oui, en fait, une fois que j'ai fait ça, c'est
les Américains, quand tu rentres dans leur marché, ils t'ouvrent la porte. C'est réellement. Puis par la suite, j'ai appliqué sur le livre, dans le fond, de l'IFSTA. Sur. L'IFSTA, ça, c'est les manuels là, de formation. Oui, exactement. Puis... les manuels de formation qu'on a, mais eux, c'est vraiment axé sur officier. Donc, tout ce qui est au niveau des tactiques de combat incendie. Puis, ils ouvraient, dans le fond, un comité de validation. Fait qu'un comité de validation, ça fait en sorte de dire, OK, est-ce que tu peux être en mesure de venir nous aider à écrire le livre, puis de faire en sorte que, le livre soit écrit ou adapté au message de pompier. Puis j'ai été sélectionné. Donc j'ai été sélectionné. C'était à Oklahoma. À Tulsa, à Oklahoma. Puis dans le fond, on a participé pendant 6 mois. Tu réécris le manuel, puis t'as des Zooms. Auparavant, la pandémie n'avait pas eu lieu, mais c'était vraiment, ils nous envoyaient ça par Google. Fait qu'on avait le livre, puis il fallait le relire, il fallait marquer nos commentaires, puis dans le fond, j'ai participé à ça. Puis 2 fois par année, 2 fois dans les 6 mois, on allait à Oklahoma directement, puis on travaillait tout le groupe ensemble, les 25 personnes, on était ensemble pour faire un meeting, puis on avait le livre sur l'écran, puis on dit « cette ligne-là, faudrait la réécrire comme ça, faudrait... » Et j'ai rencontré 2 personnes de UL, qui est Dan Mothergorski et Kate Stake. Les 2, je me suis mis à parler avec eux autres, puis, tu sais, veux pas, ils nous reconnaissaient avec notre accent. Il s'était rendu compte que il avait compris que je n'étais pas un Américain. Puis, j'ai écrit dans la section des tactiques avec Kate Stake l'attaque transitoire. Wow. Donc, la section, les 2, on a écrit cette partie-là pour justement ouvrir les yeux sur des nouvelles méthodes. Puis, on a dit, gars, il faut absolument en parler, il faut absolument faire quelque chose avec ça. Donc, c'est là que j'ai connu les personnes de UL. Même Dan Mothergorski n'était pas à UL dans ce temps-là, il était au NIST. Donc, il n'est même pas transféré encore à UL, mais par contre, le NIST, un moment donné, est transféré tout à UL, au niveau des recherches. Vous allez voir un petit peu tantôt. Là, on prend une pause de Vas-y. 2 secondes. Ça fait quelques acronymes qu'on mentionne. Oui, en effet. Je veux juste que tout le monde nous suive là-dedans. On a commencé on a parlé de l'IFSTA, le manuel. Au Québec, l'IFSTA, on le connaît principalement pour son manuel dans le cadre du cours Pompier 1. Oui, tout à fait. Donné par l'École nationale. On a la version qui a été traduite en français. Oui, c'est en plein ça. Donc, IFSTA, différentes éditions de l'IFSTA. Si je me souviens bien, on est à l'édition 6 en ce moment. Oui, au Québec, on est à l'édition 6. OK, parfait. Fait qu'il y en a qui ont probablement fait des cours, si vous avez passé par le cheminement de l'École nationale avec la 4e édition, 5e édition, maintenant la 6e. Et si je ne me trompe pas, la 7e est en rédaction du côté anglophone. Anglophone est écrite. Elle est déjà écrite la version 7. La 7e, oui. OK, mais on ne l'a pas accessible pour nous. Non, mais elle n'a pas été traduite encore. OK. Mais là, les manuels que tu me parles, IFSTA, pour lesquels tu as travaillé pour la révision, c'est pas le manuel de pompier. Non, pas du tout. Non, c'est pour les officiers. Dans le fond, c'est Structural Firefighting Initial Response Strategy and Tactic, puis Fire and Emergency Service Company Officer. Vous voyez, mon anglais est merveilleux. Donc, grosso modo, une petite traduction, là, ça porte sur la réponse initiale au point de vue des stratégies et des tactiques de combat pour la gestion d'intervention. C'est en plein ça. Puis le deuxième, c'est Company Officer. C'est réellement quand on gère une intervention. Officier d'unité. Officier d'unité, c'est en plein ça. Donc, c'est les 2 livres auxquels j'ai participé dans la validation de l'écriture. Mais c'est ce qui m'a ouvert les portes à connaître des gens des États-Unis, de partout aux États-Unis, puis que je me suis fait connaître un petit peu là-bas. Et là, tu as parlé de 2 entités aux États-Unis, UL et l'autre, le NIST. Le NIST. Bon, explique-nous un peu c'est quoi. Le NIST faisait des recherches, surtout sur les enquêtes incendies. Quand il arrivait un décès de pompier, le NIST faisait une enquête. Et UL, on connaît UL dans le centre Underwater Laboratory. On connaît UL de par le fait qu'ils font des tests pour des certifications. Oui, des certifications. Et en gros, UL se sert des profits des certifications pour injecter de l'argent dans la recherche sur la sécurité des pompiers. C'est leur mission. C'est une compagnie même qui est en quelque sorte, qui est privée, puis qui fait en sorte de donner plus de ressources aux pompiers, puis des données scientifiques. Donc, UL a commencé à dire, OK, on va faire en sorte de faire des tests pour rendre le métier plus sécuritaire. Puis, ils se sont mis à faire des tests avec le NIST. Puis, dans les années 2017 environ, ils ont sorti
un concours, je pourrais dire, sur un des tests, dans le fond, sur un projet. Un projet, OK. Un projet de l'attaque trans 3. Il y a eu en 2012, en premier lieu, Governor Island. Oui, les premiers tests qui ont été faits sur Governor Island. Par la suite, il y a eu le test, justement, que j'ai participé. Donc, ils ont ouvert ça at large. Ceux qui voulaient participer comme contributeurs, ou je sais pas comment dire ça, mais c'était le Technical Panel. Donc, ceux qui étaient en mesure de dire, peut-être il faudrait faire des tests de telle façon, parce que c'est plus en lien. Un genre de groupe conseil pour mener à terme les tests. C'est en plein ça. Okay. Donc, puis de ce groupe-là, c'était 25 personnes. Il y a eu 300 candidats, un petit peu plus que 300 candidats, puis ils en ont pris 25. Puis des 25, ils ont pris 4 personnes de l'international. OK. Donc, ils ont pris seulement 4 personnes de l'international pour amener une perspective un peu différente de l'incendie. Puis, j'ai eu le privilège d'être le seul Canadien sur le comité, dans le fond, quand on l'a fait. Donc, c'est 4 personnes qui étaient là. C'est des personnes avec qui on fait affaire, dans le fond, de temps en temps, avec un peu partout, tu sais, du monde des Pays-Bas, du monde de l'Australie. Donc, on était tout le monde. Ces 4 personnes-là qui étaient là. Puis. Votre objectif, c'est qu'il y avait les 25 personnes, on va dire, le groupe d'experts, entre guillemets, là, qui étaient invités par UL dans leur laboratoire. Et de ces 25-là, ils ont choisi d'en prendre 4 qui étaient à l'extérieur des États-Unis. En plein ça. Fait que toi, tu étais le Canadien. Il y avait 3 autres personnes de l'international. Oui. Puis les autres, vous étiez un petit peu, ça se peut-tu, comme... pas dire l'avocat du diable, mais vous étiez là pour venir amener votre petit grain de sel au point de vue, mais par chez nous, il y a des différences. Je vous dirais que on a amené certains points que les Américains n'ont pas aimé, tu sais. Fait que, vous avez challengé, peut-être. Oui, tout à fait. Donc, tu sais, c'était vraiment particulier. On a même amené des lances qui étaient des nouveaux outils pour eux autres. On a amené des choses, tu sais, autant le contrôle de la ventilation, autant... Donc, c'est sûr que ça amenait des discussions un peu salé, on pourrait dire. Puis même, il y avait des personnes, des ingénieurs là-dedans. Donc, il y en a un, entre autres, je me souviens, c'est un ingénieur en incendie, puis tu sais, il amenait des données. Fait que c'est sûr que c'est drôle parce que les ingénieurs de UL comprenaient, tu sais, il y avait leur langage, puis ils comprenaient très bien ce qu'ils disaient. Mais c'est quand même un milieu d'incendie que les pompiers doivent comprendre. Puis les pompiers, on le sait que... Keep it simple. Ouais, puis il y a 2 choses qu'on déteste, hein? Oui. Le changement puis le statu quo. Mais quand on arrivait avec du changement, les gars, tu voyais qu'ils voulaient pas trop, mais ils étaient là pour faire changer les tactiques. Mais la marche était un peu trop loin des fois là, des types de tactiques qu'on voulait apporter. Fait que là, parle-nous un peu, mettons, des installations là, concrètement. Ça s'est passé à Chicago. Oui, exactement. Donc à Chicago, à vrai dire, avant d'être à Chicago, pendant environ 3 à 4 mois, ils nous ont envoyé des plans de bâtiment. Ils nous ont envoyé les tests qu'ils voulaient faire. Ils nous ont envoyé un pedigree de la préparation, tout comme on fait des mises à feu. Ouais. Ils nous envoient toute la préparation de qu'est-ce qu'ils vont faire comme test. Et on avait des meetings une fois par 3-4 semaines environ sur, OK, voici, on a ça. Qu'est-ce qu'on veut tester exactement? Comment on veut le tester? Ça va être quoi la grandeur des pièces? Ça va être quoi l'impact? Puis on avait toutes des discussions comme ça. Pour en finir avec, OK, on va bâtir 2 bâtiments pareils pour faire les tests. Donc, ils ont construit à l'intérieur des laboratoires de UL à Chicago, qui est le plus gros laboratoire nord-américain pour les tests. Ils ont réellement construit 2 maisons pareilles, configurées pareilles, les pièces étaient pareilles, tout était pareil au complet. Pourquoi? Pour quand on fait brûler dans une maison, qu'on puisse tout de suite aller dans l'autre puis continuer les tests continuellement, en continu pour que ça soit jamais arrêté. Parce que comme ça, quand il y a un test qui se faisait, la maison, on s'entend qu'elle était à rénover. On faisait les tests dans l'autre maison. Pendant ce temps-là, il y a une équipe qui rénovait la maison à côté pour faire en sorte que tout de suite, quand on finissait l'autre, on en repartait un autre au complet. Pas avoir de perte de temps trop. Oui, exactement. Là, tu vois qu'il y avait du budget derrière ces tests-là. Énormément. C'est au-dessus du million, là, dans le fond. C'est au-dessus du million qu'il y avait comme test, comme argent pour faire le test. C'est un peu plus gros que la petite boîte à backdraft quand on fait brûler en... Ouais, mais on est rendu avec 4, la boîte à flowpat aussi. Oui, c'est ça, là. Pour 200 pièces de bois, on fait des petits tests maison.
Là, tu disais, c'est en laboratoire. Là. Fait que Ouais. vous n'êtes pas dehors. Là. Fait que là, j'imagine qu'il y a des systèmes de désenfumage. Ouais, écoute, puis, surprenamment, le toit, c'est grand. Je me souviens pas exactement de la grandeur, mais je me souviens, il y a 4 cylindres chaque coin. On disait, c'est grand comme un hangar d'avion. Là. Oui, oui, exactement. Il y a un avion qui rentre dedans, il n'y a pas de problème. Puis même le toit montait puis il descendait pour la pression atmosphérique, tout le stock au complet pour faire en sorte que, bon, le toit est plus bas, il y a moins de... Puis il y a des extracteurs à fumée énormes à l'intérieur que, bon, ils font les tests. Je dirais c'est impressionnant à voir ça. Puis, outre ça, c'est tout le système informatique de captation des données qui est complètement fou. Là, c'est énorme. C'est là, rare qu'on fait brûler avec des vidéos, avec des Oui, capteurs de pression, des capteurs de chaleur. Puis, exactement, il y avait tout à l'intérieur. Dans le fond, tu avais des capteurs de flux thermique. OK. T'avais ces capteurs-là aussi, il y avait à côté de ça, surprenamment, c'est de la peau de cochon, de la réelle peau de cochon qu'ils mettaient à l'intérieur. Pour faire quoi? Comme de la peau humaine. De la peau humaine, exactement, pour voir l'impact de l'attaque transitoire dans différentes sections du bâtiment. Okay. Donc, autant dans la pièce qui brûle, dans la pièce dans la pièce en sortant, dans le fond, dans le passage, dans la chambre à côté, chambre avec une porte fermée, donc, ils voyaient exactement c'était quoi. Ensuite de ça, ils pouvaient capter aussi mais la température avec caméra thermique et avec des capteurs. Ils captaient aussi la vélocité de la fumée. Okay. Donc, à l'extérieur, il y avait des capteurs de vélocité. Dans le fond, ta fumée sort à quelle vitesse. Autant quand tu fais l'attaque transitoire. Puis, tu sais, dans l'analyse de la fumée, on en parle. Quand tu fais l'attaque transitoire, il va y avoir un changement. Oui. Mais c'est ce qu'on a calculé. Ils l'ont calculé scientifiquement. Donc, c'est prouvé scientifiquement. Tu fais une attaque transitoire, quel est l'impact sur tes 5 concepts de la fumée. Ça a des impacts directs. Fait que oui, c'est des tests qu'on a faits. Ensuite de ça, il y avait des tests d'humidité aussi. C'est quoi la quantité d'humidité à l'intérieur qu'il y a réellement? Donc, une attaque transitoire avec mettons, tu le plaçais à tel jet ou tel type de jet, on voyait l'impact de l'humidité à l'intérieur, parce que l'humidité fait en sorte que tu vas avoir un ressenti qui est plus chaud à l'intérieur pour les victimes. Pour l'équipe de pompiers, pour les victimes, ceux qui sont à l'intérieur. OK, je comprends. Ils prenaient toutes ces données-là, puis à chaque fois qu'on faisait une mise à feu, on prenait toutes les données au complet, puis on les revisait, tout le panel au complet, dire OK, on a découvert ça, Ah, regarde, on faisait des corrélations entre avec un jet ici cylindrique dans telle pièce, voici ce que ça fait, voici l'impact, voici qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui en fin de compte ça n'a eu aucun impact. Fait qu'on a tout analysé au complet les corrélations de ça. Non seulement une gang de pompiers, mais une gang de nerds aussi. Oh oui, vraiment. On va analyser les données. Mais je suis convaincu que tout ça l'a servi énormément. Puis je sais que, tu sais, on en parlait dans les formations de flash, tout était appuyé sur des tests scientifiques. C'est quand on parle de l'attaque transitoire, c'est pas juste, oui, il y a l'aspect gros bon sens, je mets de l'eau sur le feu, mais il y a un aspect scientifique derrière ça où on commence de plus en plus à connaître le pourquoi on fait ça, puis à quoi ça nous sert de faire ça. Puis, en effet, au niveau de tous les tests qui en sont sortis, c'est toujours dans l'optique de faire en sorte que le métier soit plus sécuritaire. Toujours dans l'optique. Puis, c'est sûr, il y a des paradigmes, il y a des concepts où on pense que, cette tactique-là ou cette méthode-là, on pense qu'elle est bonne, là, on la testait, on la faisait. Fait que c'est vraiment un petit peu cette optique-là qu'il y avait en arrière de ça. Puis, outre ça, c'est un réseau de contacts énorme. Eux autres, UL a compris aussi qu'en réunissant toutes ces personnes-là, c'est des messagers, des agents de changement qui partaient un peu partout dans la ville. Puis, quand ils sélectionnaient, on le su après, ils faisaient en sorte d'aller sélectionner des gens de partout aux États-Unis. Du monde d'impact aussi. Oui, exactement. Ils savaient que chaque service allait avoir un impact. Quand tu fais ça, c'était pas tout du monde de New York. C'était du monde de partout. Autant temps partiel, temps plein. Fait que... peut-être pour ceux qui nous écoutent, vous allez avoir la version audio de ce qu'on va vous présenter. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, on va vous montrer à l'instant un vidéo qui est disponible justement sur YouTube, sur la plateforme de UL, où ça fait, c'était comme un vidéo promo. Oui, tout à fait, c'est en plein ça. Comme une analyse rétrospective de ces fameux tests-là auxquels tu vas participer, Steve. Donc, on vous présente ça à l'instant.
We're here in Northbrook, Illinois at UL's Large Fire Lab conducting our full-scale fire experiments for the fire attack study. This project centers around interior and transitional fire attack, looking at victim survivability in residential structure fires. Feeling good? Excited? All right. You're in one of the largest fire labs in the world. So what we have behind me is two 1,600 square foot houses that are meant to simulate the average of what you would have in the United States. And we're studying how firefighters fight fire. What we do is we sensor these buildings to make 250 readings in each one of these buildings to understand what is the actual best way to fight a fire. Measuring temperature, heat flux, gas concentrations, all of the things that could possibly kill occupants and also harm firefighters. We're gonna burn these houses 30 different times, looking at different methods to attack the fire to give the fire service the input that they're looking for to be more effective, to rescue more people, save more lives. The first two components of the fire attack study were studying how nozzles entrain air, as well as looking at water mapping to see where water is distributed within a structure. Both hose streams and fires themselves move air throughout structures by pressure differentials which create flow. So if we focus in on the hose streams themselves, we can determine how our water application is affecting fire behavior during suppression operations and can help dictate which tactic to use in a given scenario. Additionally, looking at where water goes within compartments can help us determine where to best direct the nozzle so we can obtain the most reach and coverage while seeing its impact on fire behavior during suppression. And this will be the second time that we've done experiment 20. And we will be able to compare that to the interior. We'll be able to compare it to one with straight stream, one with smooth bore, one with a fog, one with the stop and move, one with the flow and move. So you can see how all these variables come together so we can paint the full picture. It's all about what's going on, what are the firefighters doing, how is that impacting potential occupants that could be in the house, how is that impacting the fire. We've got our partners from the University of Illinois here. They bring some steam measurement to us. For the first time, we're able to do some new measurements to quantify the amount of moisture in the air during fires and after suppression using laser measurement systems. The second component that's new for us is trying to quantify the effect of firefighting operations and the fire itself on skin burns for potentially trapped occupants. So we've been able to develop a technique using pig skin to measure the temperatures on the surface and subsurface that allows us to look at burn injury risk as well as heat transfer. Like all of our earlier projects, this project is increasing the knowledge in the fire service, putting data to tactics that have been used over the decades to better understand how each affects victim survivability in a structure. Wow! pour des gens à qui ça intéresse, là, justement, toute l'information derrière les tactiques de combat, ça a dû être ultra enrichissant. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, tu sais, puis les échanges qu'il y avait, on s'entend, tu parles pompier, puis tu vis des choses pompier, puis après ça, ben t'en discutes. C'est ce qu'on essaie de faire, tu sais, dans les formations qu'on a données, mais c'est sûr qu'on les passe d'une façon un peu différente, mais tous ces tests-là nous a apporté énormément d'informations qu'aujourd'hui, ben, on est certain, tu sais, quand on parle de quelque chose, on dit oui, écoute, de par le fait que c'est scientifique. Donc, c'est pas juste, bon, oui, Flash, on a fait brûler des maisons, on n'a pas les budgets de UL de 1,5 million pour dire, OK, on fait brûler, puis on va capter une tonne de données. Mais on a la chance de pouvoir assister là-bas, puis on a la chance là être en contact encore avec les personnes de UL. Kate, que vous avez vu, ben justement, il s'en vient faire possiblement un stage ici au Québec, éventuellement, sous peu, dans possiblement cet hiver. Là, j'y ai parlé il n'y a pas longtemps, puis il dit j'aimerais bien ça venir à Montréal, il dit aller faire un stage. D'observation, venir voir comment ça se passe. Ouais, exactement. Donc, c'est possiblement quelque chose. Donc, les contacts qu'on s'est faits là-bas fait en sorte qu'on est en mesure d'avoir des données incroyables pour l'incendie.
Dans le cadre du projet Tactique 2024 de Flash Formation, il y a un week-end spécial qui est organisé. Simon, peux-tu nous en parler? Du 10 au 12 mai, c'est le week-end tactique où les pompiers vont pouvoir venir suivre de la formation théorique et faire des mises à feu de bâtiments pratiques durant les 11 et les 12 mai. Donc la théorie le 10, mise à feu le 11 et le 12. Ces pompiers-là vont être ceux qui vont être à l'intérieur des bâtiments pendant le week-end Hot Day, qui lui se déroule en même temps le 11 et le 12, où c'est vraiment des démonstrations de tactique de combat. Donc ceux qui vont faire partie du groupe du week-end tactique, qui vont venir faire les mises à feu de bâtiments, vont être à l'intérieur et vont vivre les tactiques, pendant que les gens à l'extérieur du Hot Day vont pouvoir les observer. Super. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations pour procéder à l'inscription, www.flashformation.com. Je pense que la plupart des pompiers, c'est des croyants. Quand je dis c'est des croyants, là, c'est qu'on a tendance à croire aux informations qu'on se fait donner, mais la crédibilité qu'on vient amener avec les essais scientifiques, je pense que ça a réussi à convaincre de plus en plus de gens de changer nos méthodes. T'sais, il y a 10 ans, même 15 ans, on parlait de changement de méthode de combat. Puis c'était vraiment changement, le gros est en caractère gras. Là. On disait, là, on change l'ordre de nos priorités tactiques. La ventilation, l'application d'eau. Là, on venait jouer dans l'ordre, puis là, on parlait de changement et c'était gros. Aujourd'hui, le changement est toujours là, mais je pense que on commence à être de plus en plus convaincus. Puis des tests comme ceux-là qui ont été faits, ça amène une crédibilité supplémentaire. En tout cas, pour bien des gens, quand on leur dit hey, l'attaque transitoire, là, avant qu'elle soit implantée dans un service incendie, avant qu'elle soit enseignée, elle a été testée. Quel genre de mythe ces tests scientifiques-là ont été capables de démystifier, justement. T'sais, on a entendu rapidement dans le reportage, il parlait de l'impact pour les victimes par rapport à l'application d'eau. Si j'ai des victimes ou si j'ai des pompiers en dedans, il parlait de la peau de cochon qu'ils ont utilisé. Certains mythes par rapport au fait de pousser le feu ou de rentrer le feu. Tu sais, Flash, on en a déjà parlé dans le cadre des autres enregistrements d'émissions, mais toi, concrètement, qu'est-ce que tu as vu comme mythe qui a été démystifié, là? Ben moi, j'ai compris beaucoup de choses de par l'historique de l'attaque transitoire. On se souvient qu'auparavant, la raison pourquoi on a dit vous ne devez jamais faire une attaque transitoire qui était une attaque à mettre de l'eau de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais. Si on recule en 1955, il y a des tests qui ont été faits. Mais les tests en 1955 n'avaient pas les outils qu'on a d'aujourd'hui. Ah, tu vrai? Fait que c'est pas tout à fait la même chose. Puis quand on regarde comment ils ont fait des tests, ils avaient fait des tests sur l'attaque transitoire, d'arroser de l'extérieur vers l'intérieur. Mm-hmm. Puis il y avait les données aussi que si on prend qu'un jet diffusé, pour l'absorption de chaleur, était plus efficace. Donc, on comprend qu'un jet diffusé, il va y avoir plus d'absorption de chaleur. Mm-hmm. Donc, eux se sont dit, on va faire une attaque transitoire de quelle façon? Avec un jet diffusé. Puis quel moyen il y avait pour tester l'attaque? C'était de rentrer un pompier à l'intérieur puis qu'il aille voir nécessairement, bon, mais ok, c'est beau, ou ben non, du moins. Et si on prend un jet diffusé de l'extérieur vers l'intérieur, ce qu'on vient créer, on vient mettre de l'eau, mais on vient mettre aussi de l'air. Ouais. On vient créer un déplacement. Donc, en créant un déplacement, ce que ça fait, c'est qu'à l'embouchure du compartiment, donc à la porte, il va y avoir possiblement un déplacement de la stratification thermique et embrasement des gaz au niveau des embrasements sporadiques. Puis, ça faisait en sorte de dire, ça l'a poussé le feu parce que il y a eu un déplacement d'air, il y a eu un déplacement de la stratification thermique, ça a fait en sorte de faire l'émission de certains gaz qui étaient à l'embouchure de notre porte. Donc, visuellement, ce que ça disait, ça l'a poussé le feu parce qu'en plus, la chaleur, elle devient humide. Donc, une chaleur... Tu es en train de me dire que dans les années 50, ils ont fait des tests, puis quand ils ont vu qu'il y avait un mouvement, il y a quelqu'un qui a dit, on dirait que le feu, il est poussé en dedans. Ah oui, tout à fait. Donc... Puis ça, c'est resté pendant toutes ces années-là, jusqu'à temps qu'on leur teste pour de vrai. Oui, tout à fait. Puis même, si on regarde gestion d'intervention dans les années 80 qui s'est écrit, ben ça faisait pas très longtemps. Donc, veut pas, qu'est-ce qui s'est écrit? C'est dit, en aucun temps, on doit
arroser de l'extérieur vers l'intérieur. Pourquoi? Si on a du monde, là. On a du monde, on a des pompiers ou des victimes. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va stimuler les victimes. Parce que la température, qu'on s'est dit, le pompier qui est à l'intérieur, puis quand on ressent l'humidité, puis on se souvient que dans ces années-là, les bunkers n'étaient pas nécessairement complets. Donc, il y avait des imperméables. Ah oui, et c'était une paire de jeans puis des bottes longues. Donc, imaginez-vous, quand un pompier rentrait à l'intérieur, puis il y a quelqu'un d'autre qui arrosait de l'extérieur, qu'est-ce qu'il ressentait, lui, à l'embouchure de la porte? C'est sûr qu'il sortait, puis il disait au gars, qu'est-ce que t'as fait là? C'est sûr que t'as poussé le feu, il a fait plus chaud. Mais c'était un inconfort dû à l'humidité. L'humidité. Ouais, c'est ça. Par contre, si il y avait eu des thermocouples, s'il y avait, comme on a aujourd'hui, il se serait aperçu qu'il y avait un déclin de la température. C'est ce que c'est ce que vous avez été capable de reproduire en laboratoire. À vrai dire, oui, en laboratoire, on a vraiment... en 2012, l'attaque 33, quand c'est fait, c'était catégorique. C'était déjà canné. C'était déjà canné. Ouais. Par contre, quand on a fait les tests en 2015 à 2017, donc, eux autres, les tests, qu'est-ce qu'ils voulaient déterminer, c'est réellement quel est l'impact des victimes. OK. Quand il y a un attaque 33. Puis c'est la raison pourquoi on prenait la captation au niveau de du monoxyde de carbone, oui, de l'oxygène, de la stratification thermique, mais aussi sur la peau de cochon. Puis on s'est aperçu que dans la pièce, c'est sûr que peu importe dans la pièce, la température va descendre, puis le flux thermique, donc tout le rayonnement qui est fait, quand un embrasement dans une pièce, du moins que tu arroses, c'est bénéfique. Mm-hmm. Par contre, même quand un jet qui est cylindrique bien appliqué, il va y avoir un certain déplacement des gaz à l'embouchure du compartiment. Et on s'est aperçu que le flux thermique, donc le rayonnement thermique, oui, à l'embouchure de la porte, augmentait quand l'attaque 33 se faisait. OK. Donc, de dire réellement qu'il fait plus chaud à l'embouchure lorsqu'une attaque 33 se produit, oui, en effet, le flux thermique vient augmenter. Puis il vient augmenter encore plus si tu tournes le jet. OK. Donc, la rotation du jet vient faire en sorte que ça vient enlever une certaine pression de l'intérieur du compartiment et fait en sorte que la pression, elle va sortir par où? Elle va sortir par la porte, l'embouchure, par l'autre porte. Ben oui. Donc, ça là, l'attaque transport. Mais par contre, après quelques secondes, le flux thermique, il disparaît. Donc, il y a un impact directement positif sur les victimes. Mais le ressenti, en effet, une victime qui va être à l'embouchure de la porte, vraiment sur le bord, le seuil de la porte, puis il y a une attaque transitoire, le flux thermique, pourquoi? Parce que la vapeur, peu importe, peut venir créer une poussée sur certains gaz, puis il y a de la flamme qui pourrait apparaître encore aujourd'hui, une gang qui va rentrer en dedans, mais après quelques secondes, la vapeur vient faire de l'inertie au complet, puis il vient éteindre notre incendie. Fait que le bénéfice de l'attaque transitoire demeure quand même. Totalement. C'est-à-dire que c'est... Puis, tu sais, on le met dans un point de vue pompier parce que, tu sais, de faire une attaque transitoire avec des victimes à l'intérieur, c'est une situation qui peut-être moins fréquente. Il faudrait vraiment là, que c'est quelque chose qui va être plus rare. Alors que de faire une attaque transitoire avec une équipe qui est à l'intérieur ou en progression à quelque part, ça, c'est quelque chose qui est un peu plus plausible aussi. Totalement. Puis, avec les tests, qu'est-ce qu'on a fait? Avec tout, en sachant que c'était vraiment l'embouchure qu'il y a un impact, est-ce que je ferais une attaque transitoire quand il y a une équipe à l'intérieur? Totalement. Donc, il n'y a aucun problème à faire une attaque transitoire et même c'est bénéfique énormément pour le reste du compartiment. Ça n'a laissé aucun doute dans l'esprit des 25 participants à cette étude-là. Aucun doute. Puis, dans toutes les pièces en totalité, le monoxyde de carbone diminuait dans la totalité. Ça, c'est indéniable. Okay. Partout dans les compartiments, ça venait, ton monoxyde de carbone diminuait, donc ta quantité diminuait, ton oxygène augmentait. C'est juste l'effet un petit peu au niveau chaleur, flux thermique qui avait un impact dans le compartiment. Mais à part de ça, pour les victimes réellement, la seule place réellement qu'exemple la peau de cochon avait eu un impact au niveau du flux thermique, c'est à l'embouchure. Puis, tout dépendait à quelques centimètres, même à quelques pieds, c'était diminué. Il s'est vraiment ciblé à cette partie-là. Intéressant. Vraiment intéressant. Puis, tu parlais justement là, du manuel IFSTA là, quand on a commencé la discussion. Là, justement, qu'est-ce que ces essais-là ont eu comme impact dans la littérature, dans ce qui a été écrit après? À vrai dire,
on a gardé une certaine réserve. OK. Quand on se l'est fait dire. Quand on a écrit, on pouvait pas aller trop loin. OK. On pouvait pas écrire trop de données, si on pourrait dire. Mais par contre, UL a publié beaucoup de choses, a publié beaucoup de données. Maintenant, la littérature, qu'est-ce que ça dit? Ça va encore plus loin. L'attaque transitoire, ben, faut la faire le plus vite possible, Oui. même dans la fumée. Oui. Même, qu'est-ce qu'on pourrait dire, puis c'est là que Flash, ben, on a un impact parce que tu vas avoir un impact non seulement sur l'abaissement de la température, mais sur ton flow path. Puis ça, on l'avait quantifié quand on a fait les tests. Donc, vous avez vu dans les tests, il y a des instruments pour capter la vélocité de notre fumée. Oui. Donc, la vélocité est directement reliée à ton flow path. Ben, l'attaque transitoire venait démontrer que tu venais de diminuer grandement ton flow path. Donc, ça a un impact direct sur le déplacement des gaz, mais non seulement sur le déplacement, sur toute la propagation qui peut se faire à l'intérieur du bâtiment. Tu viens diminuer la vitesse de ton flow path. Tu vois, tu sais, François Tivierge, dans une autre émission, parlait du gas cooling, tu sais, puis il disait que le gas cooling, c'est pas la meilleure technique d'application d'eau, c'est seulement un méthode. type d'application d'eau, une méthode Oui. qu'on a dans notre arsenal. Tout à fait. Et l'attaque transitoire en est une. Puis je trouve ça super intéressant, tu sais, qu'on ait pu, par l'entremise d'un Canadien, d'un Québécois, avoir accès à ces essais-là, puis que tu sois en mesure de partager ça avec les gens, de par les formations qu'on offre chez Flash, mais aussi par ton réseau de contacts. Moi, j'aimerais qu'on termine en disant... notre prochain enregistrement qu'on va faire ensemble, on peut en parler, mais j'aimerais qu'on parle des recherches qui ont été faites par le NIST. Oui. Il faut apprendre des événements qui se passent malheureux. Et souvent, ben, on le dit, là, ça prend un décès, ça prend un événement tragique pour que de l'argent soit injecté, pour tester, pour démystifier, pour enquêter. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces événements-là? Tu as fait beaucoup d'analyses rétrospectives de certains événements. Puis prochaine émission, ben, tu vas venir nous en parler. Rapidement comme ça, explique-nous juste à quel point c'est important de faire ces analyses-là. Ben, à vrai dire, vous vous souvenez, Sully, dans le fond, celui qui a fait l'amérissage. Pourquoi je vous parle de Sully? Mais à vrai dire, c'est que... Pilote d'avion. Le pilote d'avion. Oui. Le pilote d'avion, lui, est arrivé à une situation... Bon, ben, les deux moteurs ont cessé de fonctionner dans le décollage. Dans toute l'histoire de l'aviation, c'était jamais arrivé. Donc, il n'y avait pas de procédure ou peu importe pour dire « OK, il y a une procédure pour le faire ». Par contre, Sully lisait tous les rapports d'accidents qui étaient arrivés dans le passé. Puis, la raison pourquoi il a pris cette décision-là, puis il l'explique dans le film, mais quand on l'analyse encore plus, parce que oui, j'ai fait de la formation aux États, puis il parlait de ça, puis on a lié le concept de Hensley, justement, qui est un concept sur la prise de décision en situation d'urgence, puis Sully est directement en lien avec ça. Puis, lui, dû au fait que son Cardex, dans le fond, sa fiche manteau de référence, il avait fait l'analyse d'accident, il a pris la décision de dire, OK, selon l'analyse que je fais, selon ce que j'ai lu, ça se fait rapidement, c'est une prédiction, c'est vraiment une projection que tu vas faire. J'ai pas le temps de partir puis d'aller atterrir l'avion. Par contre, l'amérissage, il savait que, OK, ce que j'ai lu, les avions qui ont crashé parce que le nez était trop à pic, le nez... Bon, ben, il a fait en sorte de faire un amérissage d'avion parce que, justement, il y avait une référence sur des accidents qui étaient déjà arrivés dans le passé. Donc, si on fait une corrélation avec le métier de pompier, si vous êtes en mesure d'être au courant des accidents qui sont arrivés dans le passé, quand il va vous arriver une situation qui est hors du commun, vous allez possiblement avoir un Cardex, une carte que vous allez sortir de votre cerveau, dire « OK, regarde, je peux référer à tel événement. » Donc, l'importance d'aller étudier les accidents, d'aller lire un petit peu, d'aller comprendre c'est quoi les accidents qui sont arrivés dans le passé, ben, je pense que ça a une importance pour quand ça va vous arriver, ben, vous allez prendre la bonne décision. Tellement. Ben, j'ai vraiment hâte de pouvoir en discuter davantage avec toi à ce sujet-là. Entre-temps, tout le monde, je vous souhaite une super belle journée. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette émission. Puis je souhaite qu'on ait d'autres moments comme ça pour partager de l'information. Merci, à très Marc-Antoine. bientôt. Salut.
Cet épisode vous a été présenté par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, présentateur officiel de la saison 2 du podcast de Flash Formation.